Nous allons parler de trois sujets. Ce soir, on parlera de la Centrafrique avec un cas d'abus sexuel dénoncé. L'ONU a suspendu sa collaboration avec Caritas. On ira aussi au Gabon où le porte-parole de la présidence est en garde à vue. Et en France, un élève de 18 ans s'est immolé par le feu dans son lycée. Nous évoquons ces sujets avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Niaoui. Les organisations humanitaires de l'ONU ont annoncé lundi la suspension de leur collaboration en Centrafrique avec l'organisation catholique Caritas après l'ouverture d'une enquête pour abus sexuels sur mineurs contre son ancien secrétaire national dans ce pays. Les organisations humanitaires des Nations Unies en Centrafrique ainsi que d'autres ONG donc ont décidé de suspendre leur collaboration avec l'ONG Caritas. C'est ce qu'un responsable des Nations Unies a déclaré. Le prêtre catholique belge visé par cette enquête avait officié pendant 2 ans à Kanga Bandoro, une ville située dans le nord du pays où les faits reprochés auraient été commis avant d'être nommé en 2015 directeur national de Caritas. Mais tout ça, j'ai envie de dire, voilà un nouveau fait qui vient rallonger une longue liste de faits d'abus sexuels commis de par le monde par des religieux catholiques. Oui, c'est malheureux, mais j'ai l'impression ici que c'est plutôt la rupture un peu brutale et un peu expiatoire de l'ONU avec l'association à laquelle appartenait ce prêtre qui a été la cause de l'attention médiatique portée sur l'événement. Parce que, bon, il est connu de par le monde que souvent, on a des prédateurs sexuels au sein des organisations censées protéger l'enfance, en déshérence, accablés par toutes sortes de misères. Mais malheureusement, ce n'est pas uniquement les associations caritatives venues du Nord qui sont souvent coupables. C'est aussi le fait de groupes religieux dans nos contrées, au Sénégal, au Nigeria. On voit des cas d'abus sexuels absolument immondes, des comportements abjects sur des enfants que l'on prétend protéger, par ailleurs, garçons ou filles d'ailleurs. Vous voyez, donc bon, c'est la nature humaine qui révèle ici toute sa vilainie, parce que ça veut dire que toutes les fois que l'on se trouve en présence de gens affaiblis par la misère et aussi par la vulnérabilité inhérente à l'enfance, ils n'hésitent pas à en abuser. Mais je ne veux pas ici jeter la pierre uniquement aux associations caritatives. Et parfois aussi, on a trouvé des agents de l'ONU eux-mêmes se trouver dans le cas. Oui. On l'a vu en RDC il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez, oui, malheureusement, ce sont des faits qui défraient la chronique un peu abusivement, à mon sens, parce que le problème véritable n'est pas celui-là. Les prédateurs sexuels, il y en a dans nos voisinages, dans nos quartiers. On en voit dans les maisons où parfois les parents sont obligés d'aller chercher la pitance familiale. Souvent les mères d'ailleurs, quand elles ne sont pas là. Si le père est menuisier et qu'il a un chantier à aller exécuter et que la mère doit aller au marché d'Aulato ici, ou de Hedjranawe pour aller vendre ces quelques légumes, laisse les enfants à la maison et c'est le voisin qui se sert. On voit ça aussi. Donc en fait, je crois que ici, je ne suis pas très friand de commentaires sur le fait que ce soit l'ONU, que ce soit Caritas, que ce soit un prêtre catholique ou un prêtre blanc, belge, néerlandais. Là-dessus, peu m'importe totalement. J'exprime ici une révolte personnelle, et la révolte d'un père qui, de toutes les façons, au-delà de l'indignation que me fait éprouver, réprouve et demande à ce que l'on combatte le phénomène avec la plus extrême vigueur. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit faire des choix de société clairs. Quand un enfant n'est pas en état d'exprimer sa volonté,
on l'abuse, c'est tout. Et le seuil à partir duquel il doit y avoir aucune espèce de complaisance possible doit être même relevé. Aujourd'hui, dans le cadre du code pénal togolais, il est de 14 ans. On considère qu'il n'y a aucun consentement possible à une relation sexuelle en dessous de cet âge. Je pense qu'on pourrait même le relever un tout petit peu dès l'instant qu'il y a un écart d'âge entre la victime et son prédateur qui dépasse 5 ans. Voilà. Comme ça, au moins, bon, on dira clairement que bon, il y a une ligne rouge qu'il ne faut jamais franchir, et puis c'est tout. Mais vous savez, je suis très mal à l'aise à commenter ce genre de sujet. En même temps, c'est vrai que c'est condamnable dans tous les cas de figure. Absolument. Mais quand il s'agit de leaders religieux, de prêtres en l'occurrence, qui a fait vœu de chasteté, chez qui les enfants sont censés trouver ce réconfort divin et tout, et qui profitent de leur innocence pour se livrer à des actes. En Irlande, pas plus tard qu'il y a 5 ans, on a fait un procès massif à des prêtres pour avoir abusé pendant de longues années d'enfants qui étaient placés sous leur responsabilité. Parfois c'est des orphelinats, mais aussi parfois c'est le petit séminaire. Alors vous voyez, c'est-à-dire que en fait, je ne suis pas plus sévère parce qu'il s'agit de prêtres. Parce que cette communauté-là, elle est souvent vilipendée, mais totalement à tort. Parce que le vœu de chasteté dont on nous parle, il faut pouvoir le porter jusqu'au bout. C'est le Golgotha du prêtre, en quelque sorte. Parce que ici, on est en face d'une forme de tendance sexuelle particulière. Bon, les enfants, ils sont faciles à mettre sous emprise, ils ne diront rien. Mais ailleurs, ce sont les paroissiennes qui font assaut et qui vont offrir des présents, des repas, des pagnes, etc. Et pourquoi pas aussi leur faveur pour avoir quelques prières un peu plus appuyées. Non, écoutez, non, je crois que le problème de la sexualité des prêtres, je préfère que ce soit le Vatican qui s'en occupe. Mais là, il s'agit d'enfants. C'est ça qui est assez révoltant dans l'histoire. Je vous ai dit que c'est aussi révoltant si c'est mon voisin qui s'appelle Kodjo. Pour moi, il n'y a pas de différence entre lui et un prêtre catholique ou orthodoxe. Enfin, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et là, si vous voulez, on va dire, oui, ils ont fait vœu de chasteté. J'aimerais bien vous y voir. Le vœu de chasteté, oui, quelles sont les limites? Vœu de pauvreté aussi, certains en font. D'accord? Dans certaines congrégations religieuses, on fait vœu de pauvreté aussi. Vous croyez-vous que ces gens-là sont condamnés à se satisfaire tout le temps de peu parce que eux se sacrifient pour des ouailles qui finalement ne font pas le minimum? Si on leur donnait régulièrement, comme il faut, le denier du culte qu'ils réclament, peut-être qu'ils seraient moins tentés par autre chose. Voilà, donc si vous voulez, je prends un ecclésiastique comme un homme, comme tout le monde. Il n'est pas un individu d'essence supérieure parce qu'il a fait vœu de chasteté. Certains rentrent en prêtrise, comme vous et moi rentrons dans n'importe quelle profession, parce que au moins là-bas, ils vont pas se fouler pour manger. Ils ont le gîte et le couvert assurés. Et quand ils vont dans des endroits où, vous savez, il vaut mieux, comme on dit, il vaut mieux être le premier à Pompée que le deuxième à Rome. Alors quand vous êtes dans une petite paroisse où vous êtes à la limite l'ambassadeur de Dieu le Père, vous avez toutes les faveurs que vous voulez. Absolument toutes. Alors ça peut parfois débrider les scrupules et on peut se retrouver devant ce genre de situation. Mais je ne veux pas faire le procès des prêtres. Non. D'accord. Le Gabon, c'est notre second sujet. Le porte-parole de la présidence gabonaise, Ike Ngouoni, est en détention à Libreville, tout comme une vingtaine de personnes mises en garde à vue dans le cadre d'une enquête anticorruption. Ce sont les avocats qui l'ont affirmé. Monsieur Ngouoni est détenu depuis jeudi sans aucun motif exposé, affirme son avocat, Ange Kevin Nzigou. Il représente une dizaine d'autres personnes arrêtées qui
sont, selon lui, toutes interrogées sur le financement de la tournée républicaine menée il y a quelques mois par Brice Lacruche à Lihanga, ancien directeur de cabinet de la présidence. Mais tout ça, c'est la fin des privilèges. On a comme l'impression que le président gabonais est piqué soudain par un virus d'assainissement de son entourage. Oui. Enfin, vous savez, il a fallu qu'il attende 10 ans pour découvrir qu'il y a des privilèges autour de lui, qu'il y a des sanctuaires intouchables. On ne sait pas pourquoi maintenant, subitement, il est piqué, comme vous dites, par ce prurite de vertu, parce que le système gabonais a toujours fonctionné comme ça. Oui. Prébende des privilèges. Ceux qui sont passés aujourd'hui à l'opposition ont abondamment profité de ce système. Ils ont bafré suffisamment, et maintenant ils trouvent que le système est mauvais. Et j'adresse exactement la même critique au président Ali Bongo Ondimba. Lui-même en est le produit. Bon, c'est tout. Alors maintenant, il faut aller voir derrière qu'est-ce qui se passe. Mais quand on me dit, oui, c'est le nettoyage, c'est le grand nettoyage, etc. Qu'on ne nous dit pas exactement ce qui est reproché. Moi, c'est ça qui, à chaque fois, me révolte. C'est une opération main propre. Mais opération main propre, dites-nous comment les mains se sont salies. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé. Mais on ne met pas comme ça entrave à la liberté des gens, à leur droit d'aller et venir, sous prétexte qu'ils ils font partie d'une clique de privilégiés. Ça, c'est pas encore un délit. Qu'on nous dise, on l'a trouvé coupable de ceci ou de cela, de telle prévarication, et qu'à un moment donné, on a réuni des preuves contre lui d'avoir détourné tel denier public ou tel bien public, oui. Là, au moins, on est dans un débat et on va dire, oui, opération main propre, etc. Mais on dit, on arrête les gens. Mais si, parce que M. Lacruche à Lihanga est tombé en disgrâce, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on dit. Alors, tous les gens qui lui sont proches doivent tomber en même temps que lui dans la disgrâce. Mais là, c'est pas la disgrâce. Ils tombent directement dans la fosse aux oubliettes ou la fosse aux lions. Non, je pense que là, c'est quelque chose de totalement révoltant. On peut pas accepter ça. C'est de la politique. Ça n'est pas moins révoltant. Ça ne me console pas davantage de savoir que c'est de la politique. La politique comme ça, c'est répugnant. Il faut arriver à faire de la politique de façon plus vertueuse. En même temps, quand on met ce sujet en parallèle avec ce qu'a vécu le président Ali Bongo, je me rappelle dans une de ses sorties, il a dit on ne peut pas sortir de ce que j'ai connu sans être changé. Peut-être qu'il a compris quelque chose finalement. Alors vous allez me dire que son état pathologique récent a opéré en lui une sorte de révolution intérieure et culturelle. Qui sait? Alors si c'est ça, qu'il nous donne la recette, et peut-être qu'il faudra propager cela pour que d'autres aussi changent dans leurs habitudes. Parce que à ce chapitre-là, il y a beaucoup parmi ces pères qui auraient des leçons à prendre. Mais je souhaite pour eux qu'ils ne soient pas obligés de passer par un AVC. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que... Non, mais si vous voulez... Non, là, c'est un spectacle totalement répugnant. De quoi s'agit-il? Ils ont fait quoi? Ils étaient privilégiés? Et alors? Lui-même ne l'était-il pas assez? Est-ce que quelqu'un lui a fait quelque chose? Non, je veux qu'on instruise des dossiers clairs contre des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont eu à exercer des responsabilités publiques. Et la responsabilité publique en soi, c'est aussi parfois un sacerdoce. Il y a des gens qui l'exercent avec beaucoup de probité et qui s'enrichissent pas illégalement, illicitement. Maintenant, quand on nous dit on les a mis aux arrêts, mais interpellés, nous dit-on. Interpellés pourquoi? De toute façon, en flagrant délit de quoi? Les interrogatoires tournent autour des faits de corruption. Vous avez su de quoi on... C'est ce qui est rapporté. Oui, mais rapporté par qui? Les avocats eux-mêmes ne savent pas. Les gens ont constitué des avocats qui ne savent pas ce qui est reproché à leurs clients, qui se trouvent en détention depuis plus de 48 heures. Il y a le Premier ministre Julien Bécalé qui dit la vague d'interpellation en cours n'est ni une chasse aux sorcières, ni un règlement de compte. La lutte contre l'impunité n'a ni agenda, ni calendrier, elle est permanente. Alors attendons de voir. Attendons de voir. Mais alors qu'on nous dise clairement sous quel statut et quel régime juridique ils sont. Est-ce que c'est des gardés à vue? Quand est-ce qu'ils seront présentés à quel procureur?
pour savoir exactement ce qui leur est reproché afin de leur permettre d'organiser leur défense. Parce que, vous savez, c'est le genre de situation qui tout de suite jette l'opprobre sur vous. Ah, on l'a arrêté, donc il est coupable de quelque chose. Mais quand on ne dit pas de quoi, là c'est grave. Il suffit qu'on dise ce que c'est. Et il est libre de se défendre, il jouit d'une présomption d'innocence qui est totale jusqu'à ce que des preuves soient réunies contre lui. Alors, je préfère cela plutôt que de laisser les spéculations aller bon train et qu'on fasse de la conjecture sur ce pourquoi on a arrêté ceci ou cela. Mais ça, oui. C'est l'avocat qui s'exprime là. Parfois, c'est difficile de faire autrement. Parce que, ben oui, écoutez, j'ai le respect des principes et la défense des droits chevillés au corps. De sorte que même parfois dans mon sommeil, je fais encore de la défense parce que je ne comprends pas qu'on nous dise comme ça, en jetant en pâture le nom des gens, qu'on les a arrêtés et qu'on ne sait pas pourquoi. Mais moi, j'ai toujours entendu chaque avocat, quel qu'a été le cas, dire il y a un vide abyssal. Je ne dis même pas qu'il y a un vide. Moi, je ne sais rien de ce qui se passe. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu de dossier pour pouvoir vous dire s'il est vide. Oui. C'est qu'on ne sait même pas pourquoi on a arrêté des gens. C'est encore plus vicieux, vous comprenez? Qu'on me dise, monsieur Oyoumi a été arrêté pour, prétendument avoir fait ceci ou cela, et qu'on nous donne quelques faits précis, au moins justifiant, pour l'instant, sa mise en détention pour protéger les preuves, pour éviter qu'il y ait des collusions frauduleuses avec tel complice éventuel, pour éviter qu'ils ne prennent la fuite ou qu'ils ne fassent disparaître des preuves. Oui, voilà ce qui me semble être le minimum des standards dans la matière. Je ne dis pas des standards internationaux, ça n'a rien à voir, c'est le standard minimum en matière de droit de l'homme, point. Hein? Et ils y ont droit aussi, c'est pas parce qu'ils ont été à un moment donné proches du pouvoir qu'il faut les considérer avec plus de sévérité et finalement plus de malignité. Mais d'après ce qui se rapporte, et je l'ai rappelé tout à l'heure, l'arrestation intervient, en tout cas l'interpellation intervient dans le cadre d'une opération main propre et ils sont interrogés sur des dépenses effectuées dans le cadre de la tournée républicaine de Brice Lacluche. Alors, est-ce qu'on a besoin? Alors, si il s'agit d'interroger sur des dépenses qui seraient exagérées ou illicites, on a besoin d'arrêter quelqu'un, de le mettre en détention depuis vendredi? Est-ce que c'est nécessaire? C'est un fonctionnaire de l'État, c'est un commis de l'État, interrogez-le. En général, il y a une inspection générale des services qui s'occupe très bien de cela. C'est une émanation de l'administration. Elle fait son travail préalablement à la police judiciaire, et quand elle a fait son travail et donné son rapport, le rapport dira oui, on a trouvé telles irrégularités dans telle dépense, c'est l'ordonnateur de la dépense est un tel et un tel, interrogez-le, parce que maintenant nous trouvons qu'il y a des éléments accablants et qui signalent l'existence d'une infraction. Là, je suis d'accord. Mais là, ce qu'on nous vend en disant que c'est une opération politicienne, et là-dessus, c'est totalement... oui, si c'est une opération politicienne, elle est hideuse. Mais vous le rappelez tout à l'heure, le fait que peut-être l'ancien directeur de cabinet soit tombé et que ceux-ci soient dans son entourage, ils peuvent être tentés de s'exfiltrer des mains de la justice et il y avait besoin de les mettre dans les liens de la détention. Bon, d'accord. Alors vous y venez un peu plus, vous vous rapprochez un peu plus du problème. On présume qu'ils pourraient fuir. Mais quel est le reproche précis qu'on leur fait? C'est-à-dire que, vous voyez, imaginez, quelqu'un vous accuse de quelque chose. On n'en a pas encore la preuve, d'accord? On vous accuse de quelque chose. Personne n'en a la preuve. On va dire, ok, monsieur l'agent de police, monsieur Samuel Niaoui serait coupable de... Alors, l'agent de police va dire, mais puisqu'on m'a dit ça, je vais aller m'assurer de sa présence, je vais aller l'arrêter pour éviter qu'il ne fuit. Avant de savoir si les faits même ont existé, si la personne qui accuse n'est pas délirant ou n'est pas complètement malveillant. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on le fait à des gens que nous n'aimons pas, parce que ce sont des politiciens qui appartiennent au système, que nous déplorons tous les jours et que nous pourfendons, et nous ne devons pas nous satisfaire de ça pour autant, parce que ce qui leur arrive, si nous ne disons rien, va nous arriver aussi, et il n'y aura personne pour dire quelque chose. C'est pour ça que je dis, devant ce genre de situation, non. Nous devons dire notre réprobation
en même temps que notre indignation, parce que ce n'est pas acceptable. Qu'ils soient politiciens ne console pas davantage. Parce que si on le fait à des politiciens, demain on le fera à des chefs d'associations, je ne sais pas moi, caritatives ou culturelles, allez savoir. Et pourquoi pas à des religieux, hein, qu'ils soient musulmans, catholiques ou allez savoir autre chose. Non. Troisième sujet. La France, un élève de 18 ans a tenté de se suicider en s'immolant par le feu et en se défenestrant de son lycée de Villemomble en banlieue parisienne. C'était lundi dans l'après-midi. La jeune fille qui souffrait de troubles psychologiques s'est défenestrée en sautant d'une salle de classe située au premier étage du lycée de Clémenceau, a précisé l'une des sources qui a rapporté les faits. Elle a été transportée à l'hôpital et ces faits font suite à un autre fait du genre. Le 8 novembre dernier, Anas, un étudiant de 22 ans, s'était immolé devant un bâtiment des services universitaires. Tous déplorent les conditions précaires d'études en France. Mais tout ça, j'avoue que quand je préparais ce sujet, on a tous ri au niveau de la rédaction parce qu'on s'est dit... S'ils savaient les conditions dans lesquelles nous faisions nos études ici, et pourtant on n'a jamais pensé à se suicider. Peut-être que nous sommes plus résilients. Non, écoutez, oui, j'étais un peu embarrassé en regardant les sujets proposés, de voir que ce qui, normalement, est un fait divers, vient s'intercaler dans... ce que nous faisons habituellement, qui traite davantage de l'actualité politique internationale. C'est un fait divers après tout, parce que les causes ici sont d'origine psychiatrique. C'est un élève qui doit bénéficier d'attention d'une équipe médicale spécialisée en psychiatrie. Elle a loupé un rendez-vous médical qui forcément a un lien avec ce qui est arrivé. Mais bon, je ne pense pas que ce soit un sujet digne de notre intérêt, parce que nous en avons tellement de part et d'autre dont nous ne parlons pas. C'est plus peut-être sur le mobile, hein, qui fait suite à un autre fait quasiment du même genre. Non, c'est la similitude et la proximité des deux événements peut-être. Mais dans le premier cas, il y avait un désarroi d'un étudiant qui, en face d'une situation qu'il ne pouvait plus supporter, a décidé d'en finir en s'immolant. Mais ici, on est quand même dans un cas de psychopathologie et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait comparable. En même temps, quand vous regardez, par exemple, dans le cas du premier, ces genres de faits qui amènent dans ces pays, en tout cas, à aller à faire recours à cet acte. Vous savez, la révolution tunisienne a commencé par l'immolation par le feu d'un certain Mohamed Bouazizi. Bon, si on veut aller par là, il y a des Bouazizi partout, en Afrique, au Togo, mais également en Europe et aux États-Unis. Il y a des gens qui sont accablés de misère dans des proportions que vous n'imaginez pas, alors qu'ils vivent entourés d'une opulence qui les accuse tous les jours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas les premiers de cordée, donc vous êtes des losers. Voyez, et ces gens-là, ils ont des expédients. Ils se suicident comme ils peuvent. Ils en finissent avec la vie de misère dans laquelle ils se trouvent, sans solution, comme ils peuvent. Et l'immolation par le feu est un moyen très spectaculaire, mais c'est une façon de crier son désarroi. Ça ne débouche pas toujours sur des révolutions. Mais vous voyez, en Tchécoslovaquie, en 1969, un certain Jan Palach avait fait la même chose. Et ça a donné une révolution. Enfin, ça a été après maté par les forces de Varsovie, du pacte de Varsovie. Mais vous voyez, de temps en temps, quand l'homme n'en peut plus, de façon prométhéenne, il s'élance. Maître Sosa, merci beaucoup. La pause, le journal et regard croisés.